Il est également député des Bouches-du-Rhône. Manuel Bompard nous rejoint sur ce plateau. On va parler, bonsoir Monsieur Bompard, soyez le bienvenu. On va parler dans quelques instants de la presse en France. Vous nous direz si vous pensez, comme certains, qu'Emmanuel Macron est en train de tenter de la museler, comme le dit en tout cas une partie, comme le disent une partie des oppositions, si c'est le retour de la Pravda en France en 2025. On a entendu cette expression ces derniers jours. Un mot, si vous permettez, tout d'abord sur le budget. Est-ce que pour vous c'est plié? Est-ce que vous dites qu'il n'y aura pas de compromis et donc pas de budget en 2026 pour les Français? On n'en est pas là encore, je pense. On ouvre aujourd'hui à l'Assemblée nationale ce qu'on appelle la deuxième lecture du budget de la sécurité sociale. J'ai effectivement beaucoup de mal à voir comment le budget de la sécurité sociale, comme le budget de l'État, peut recevoir aujourd'hui le vote d'une majorité des députés de l'Assemblée nationale. Je vois difficilement comment ça pourrait être le cas. Et donc, évidemment, la décision va appartenir au gouvernement de savoir si le gouvernement a l'intention de passer son budget de la sécurité sociale ou son budget de l'État en force. C'est-à-dire avec le 49.3. J'entends beaucoup ces derniers jours. Vous le souhaitez, vous? Ah non, je le souhaite pas. Non, moi je suis opposé au principe même que l'exécutif puisse imposer sa volonté aux parlementaires. J'ai quand même entendu pendant des semaines et des semaines le fait que c'était une grande nouvelle, qu'il y aurait plus de 49.3, que les députés pourraient désormais écrire le budget. Voir aujourd'hui des gens qui se revendiquaient de cette victoire, en l'occurrence par exemple des députés socialistes, dire aujourd'hui publiquement qu'ils souhaitent le retour du 49.3, je trouve ça extrêmement choquant. Mais si c'est pas 49.3, c'est quoi la solution que vous préconisez aujourd'hui? Ah mais moi je suis en désaccord avec ce budget. Donc moi je souhaite que ce budget soit battu. Et donc la solution c'est qu'il y ait un autre budget. Et pour qu'il y ait un autre budget, je pense que tout le monde a compris désormais qu'il faut qu'il y ait un autre gouvernement. Donc moi je suis favorable à la censure du gouvernement. De suivre le raisonnement. Si Sébastien Lecornu ressort le 49.3 qu'il avait enterré, ce sera une motion de censure. Motion de censure. Vous renversez peut-être ou pas le gouvernement et on joue encore, on cherche un nouveau gouvernement derrière. Moi je joue pas. En l'occurrence, parce que quand il faut, je prends un tout petit peu de hauteur, quand on parle du budget, on parle de conséquences très concrètes sur la vie des gens. Quand on parle du budget de la sécurité sociale, on parle de plusieurs milliards d'euros d'économies sur les dépenses de santé. Vous voyez dans quel état est aujourd'hui notre système de santé. Quand on parle du budget de l'État, on parle par exemple de gel des budgets d'un certain nombre de ministères. Par exemple, le ministère de la Transition écologique. Le gouvernement a l'intention de diviser par 2 la prime de Noël pour les allocataires du RSA. Ça, c'est très concret, c'est dans le budget. Donc oui, je considère que ma responsabilité, c'est de faire battre ce budget. Ensuite, si le gouvernement est renversé, il y aura, comme il y a eu l'année dernière quand M. Barnier a été renversé, ce qu'on appelle une loi spéciale. Qui coûterait 12 milliards d'euros de déficit en plus. Ah bon? Oui. Qui dit ça? Ce sont les estimations faites cette semaine. Vous l'avez sans doute vu mais comme moi, tout simplement parce qu'on reconduit le budget à l'identique. Oui, mais donc monsieur Fauvel, la tendance est la même. S'il doit y avoir une Ce ne sont loi... pas vos chiffres. Non, mais c'est pas ça. Mais c'est que s'il doit y avoir une loi spéciale, rien ne dit que cette loi spéciale sera définitive. C'est-à-dire 12 milliards si elle reste au moins pendant un mois. Bon. Le coût serait bien plus élevé si elle devait durer, ce qui est assez peu probable, toute l'année 2026. Moi, je peux parler, si vous voulez, du coût de ce budget. S'il devait passer. Moi, je vous dis que la loi spéciale, elle coûterait y compris moins cher que ce budget s'il devait passer. Par exemple, c'est un budget qui diviserait la croissance du pays par 2. C'est un budget qui se traduirait par le fait que des centaines de milliers de personnes payent davantage d'impôts sur le revenu. C'est un budget qui se traduirait par le fait que les retraites ne seraient pas réindexées sur la base de l'inflation l'année prochaine. C'est-à-dire que les retraités perdraient du pouvoir d'achat. Il y a un débat là-dessus. Vous savez que la majorité est prête à faire des concessions pour indexer 1400 euros. Oui. C'est en tout cas ce qui a été à l'Assemblée nationale, la mesure a été rejetée. Au Sénat, elle a été réintroduite avec une limite à 1400 euros. Tout à fait. Bon, si vous considérez que les retraités, à vous, mais à travers vous, les gens qui me font parfois cette objection, si vous considérez que les retraités qui gagnent 1400 euros ou 1450 euros vivent très bien aujourd'hui dans notre pays, je pense qu'on vit tout simplement pas dans le même pays. Donc, pour répondre à votre question, si le budget doit être rejeté, si le gouvernement doit être censuré, et je le souhaite, il y aura une loi spéciale. Et moi, ce que je souhaite, c'est pas nouveau. Vous allez me dire que ça fait longtemps que je dis ça, mais j'ai le mérite de la constance. Dissolution. C'est que je considère qu'il ne peut pas y avoir de changement de politique dans ce pays sans départ du président de la République. Donc voilà, et ce qui est en train de se dérouler là depuis plusieurs semaines, j'ai plutôt l'impression que ça me donne raison. C'est-à-dire qu'en fait, Monsieur Macron a perdu les dernières élections, mais il continue à essayer d'imposer sa politique. Et sa politique, elle est minoritaire aujourd'hui. Donc vous ne pouvez pas passer en force contre le pays, en force contre l'Assemblée nationale. Au bout d'un moment, ça ne marche plus. Le débat du moment, Manuel Bompard, je suis curieux de vous entendre sur ce qu'a dit Emmanuel Macron au sujet des médias. Le Rassemblement national et une partie de la droite aujourd'hui l'accusent de vouloir museler la presse. En cause, je vais tenter d'être très précis, parce qu'il y a eu un peu de fantasme aussi, sans doute, autour de cette affaire. Les propos du chef de l'État dans lesquels il soutient une démarche qui existe déjà depuis plusieurs
plusieurs années qui consiste à labelliser sur la base du volontariat des médias qui s'engagent à respecter une déontologie, pour dire les choses de façon un peu simple. Aujourd'hui, Emmanuel Macron s'est défendu de vouloir créer un label d'État ou même un ministère de la vérité. Est-ce que tout cela vous inquiète ou pas du tout ? La proposition telle qu'elle est formulée par le président de la République me semble pas la bonne manière de répondre contre un problème qui, lui, est un problème réel. Enfin, tout le monde sait aujourd'hui, y compris on va avoir des élections nationales et municipales qui vont avoir lieu dans quelques semaines. Tout le monde voit à quel point il y a aujourd'hui des campagnes de désinformation massives sur les réseaux sociaux en particulier. Il y a des nouvelles pratiques qui n'existaient pas avant, c'est-à-dire ce qu'on appelle les deepfakes, des vidéos mensongères. Moi, j'en ai été victime, par exemple, où on m'attribue des propos que je n'ai jamais tenus. Donc, je suis d'accord pour dire qu'il faut apporter des réponses sur ça. Je pense que vous dites dans l'ordre. Pourquoi c'est pas la bonne méthode ? Ces labels qui existent donc déjà depuis plusieurs années, certifiés par des cabinets de... On va essayer de rentrer dans le débat. Mais parce que moi, qu'on fasse en sorte que les règles de déontologie soient respectées dans les médias, ça me paraît être une chose très importante. Qu'on considère qu'un média auquel on aurait donné un label serait en quelque sorte soustrait désormais à tout problème lié à la déontologie. Je ne comprends pas pourquoi on labelliserait un média et ce média il deviendrait... C'est ce média qui le demande et c'est un cabinet d'expertise en fonction de plusieurs critères qui l'accorde ou pas. Je préfère une autre mesure. Laquelle ? Qui est de mettre en place ce qu'on appelle un conseil de déontologie dans les médias, qui permet à n'importe quel citoyen, quand il est témoin d'une pratique médiatique qui ne correspond pas à la déontologie médiatique, de pouvoir saisir ce conseil. Un conseil qui siégerait à l'intérieur de ce conseil avec des professionnels de l'information, avec des journalistes qui seraient dans ce conseil. Un conseil avec, pourquoi pas, des représentants des syndicats de journalistes et de la profession. On pourrait même considérer que dans ce conseil, il pourrait y avoir des représentants des citoyens, mais qu'on laisse le gouvernement en dehors de ça. Parce que si on laisse pas le gouvernement en dehors de ça, pourquoi pas élu ? Élu, quand on parle de représentants des journalistes, ça serait élu par les journalistes. Si on parle de représentants citoyens, ça pourrait être élu, ça pourrait être tiré au sort, je sais pas, on pourrait réfléchir à plusieurs propositions. Mais qu'il y ait une instance... Ce conseil, il aurait quel pouvoir ? De faire appliquer les règles de déontologie et donc de pouvoir, y compris, imposer parfois des rectificatifs quand il y a des informations qui sont fausses, ou y compris pouvoir prendre des mesures qui sont des mesures de sanction. Et c'est pas le rôle de l'Arcom, ça ? L'Arcom le fait on va dire. L'Arcom est censé le faire. Vous avez failli faire une peau de banane et vous êtes retenu. Ah non, je vais faire une peau de banane. J'ai failli ne pas en faire une et je voulais en faire une. L'Arcom est censé le faire sur les médias audiovisuels. À ma connaissance, pas sur la presse écrite, par exemple, qui n'est pas concernée par l'Arcom. Et je vous dis est censé le faire parce que moi, je le dis sincèrement ici, je suis stupéfait du manque d'action de l'Arcom face à des multiples désinformations qui existent aujourd'hui dans les médias. J'ai vu il y a quelques jours un reportage qui a été publié sur les pratiques de la chaîne CNews, chaîne concurrente de la vôtre, dans laquelle je suis stupéfait que l'Arcom ne réagisse pas. J'ai vu une enquête de Reporters sans frontières et l'Arcom a contesté ces éléments. Enquête sur le temps de parole dans la chaîne d'information que vous venez de citer au mois de mars. RSF estimait que l'extrême droite avait été surreprésentée. L'Arcom a dit non. C'est pas estimé. Moi, que les meetings de la France Insoumise et les interviews de la France Insoumise passent la nuit sur CNews, j'en ai été déjà directement témoin. On doit faire 100% chez les insomniaques. Vous estimez que l'Arcom n'a pas les moyens. Qui regardent CNews. L'Arcom n'a pas les moyens de vérifier tout ce qui se passe à la télé et à la radio, ou que vous avez un traitement de défaveur ? Non, je dis pas qu'on a un traitement de défaveur. Je trouve que l'Arcom ne remplit pas aujourd'hui, de mon point de vue, les fonctions qui devraient être les siennes. Pour partie, sans doute, parce qu'elle n'a pas suffisamment de moyens pour le faire. Et deuxièmement, j'assume de le dire, et ça me vaudra sans doute pas que des compliments, parce que je trouve que parfois, elle fait preuve d'un manque de courage pour imposer le respect d'un certain nombre de règles. Je veux quand même c'est l'Arcom l'an dernier qui a fermé une chaîne de télé et tout le monde lui est tombé dessus aussi. Mais moi, c'est la même Arcom. À cette occasion, M. Fauvel, je ne lui suis pas tombé dessus parce que je considère qu'elle avait raison. Il faut que tout le monde comprenne. Les chaînes de télévision, elles bénéficient et elles signent un agrément avec l'Arcom. On leur met à disposition un canal pour pouvoir émettre. Et en échange de ce canal, il y a un cahier des charges qui doit être respecté. Et si ce cahier des charges n'est pas respecté, et en l'occurrence, par exemple, pour CNews, ce cahier des charges n'est pas respecté, je considère qu'il devrait y avoir des sanctions. Et ces sanctions, aujourd'hui, elles ne sont pas à l'ordre du jour. Il y a eu des sanctions. Oui, mais des sanctions financières qui, manifestement, ne sont pas suffisamment dissuasives. Vous voulez dire des sanctions qui pourraient aller jusqu'à quoi ? D'abord, on fait des sanctions financières. Ensuite, on augmente, s'il faut, le montant de ces sanctions financières. Et ensuite, on va jusqu'à, y compris, menacer parfois d'interdiction d'émettre. Enfin, écoutez, ils font pas ce qu'ils veulent
en dehors de toutes les règles. D'ailleurs, je veux dire que j'ai été très choqué aujourd'hui d'entendre Marine Le Pen et le Rassemblement national considérer que l'Arcom ne devrait avoir une action que sur le service public de l'information. Marine Le Pen dit les chaînes privées sont financées par de l'argent privé, donc elles n'ont pas l'obligation de neutralité. Mais c'est scandaleux de dire ça. Pourquoi ? Mais parce que ces chaînes-là, elles participent d'un rôle qui est un pilier dans la démocratie, l'information. Il y a 2 piliers dans une république pour que les gens soient des citoyens éclairés. L'école, pour que tout le monde puisse disposer des moyens de comprendre la complexité du monde, et l'information. Et ces chaînes-là, ça voudrait dire quoi? Qu'elles pourraient se soustraire à toute obligation d'équité, de respect, un petit peu d'équilibre du temps de parole. Enfin, ce serait totalement inacceptable. Ou alors, on n'est plus en démocratie, on est comme aux États-Unis. Et donc, ceux qui ont beaucoup d'argent dans le monde politique, ils peuvent avoir les chaînes qui sont les chaînes qui valorisent leur point de vue, et les autres sont condamnés, en quelque sorte, à être invisibilisés dans l'espace médiatique. C'est incompréhensible. Encore un mot sur ce thème. Est-ce que vous estimez, comme Marine Le Pen, qu'il y a un problème de neutralité du service public ? Ah, moi, j'ai dit ce que j'avais à dire sur un certain nombre de chaînes. Pour autant, je considère effectivement qu'il y a aujourd'hui un certain nombre de pratiques, parfois dans le service public, qui sont aussi problématiques. Et qui sont quoi? Hostiles aux insoumis? Moi, je ne vais pas dire hostile aux uns, aux autres. Moi, si vous voulez, je vous donne un exemple très concret. Je pense que tout le monde l'a vu, mais il y a quelques semaines, quand j'ai été interviewé sur une émission par une journaliste du service public de l'information, et qu'il a fallu avoir ensuite un correctif des rédactions, parce qu'il y avait eu manifestement des fake news, des fausses informations qui avaient été débitées sur le plateau, je considère que c'est une pratique extrêmement problématique. Mais pour vous, c'est un cas isolé ou il y a un mauvais traitement des insoumis? Non, je pense qu'il y a besoin aussi, il y a un mauvais traitement des insoumis, mais ça, tout le monde le voit, et je pense que toutes les personnes qui nous écoutent en sont, je crois, conscientes. Mais il y a aussi une question, c'est comment on renforce l'indépendance du service public de l'information vis-à-vis du pouvoir politique. Par exemple, moi, je ne suis pas convaincu que le fait que les présidents de Radio France ou de France Télévisions soient nommés par le pouvoir politique soit une bonne chose. Pourquoi ils ne pourraient pas être élus, par exemple, par les citoyens? Ça éviterait que ça soit les pouvoirs politiques. Ça va faire beaucoup d'élections, hein. Ouais, mais moi, je pense que c'est pas un problème de voter, vous savez, en démocratie. Et je pense que les citoyens, quand on parle de quelque chose d'aussi important que les médias, et en particulier du service public d'information, je trouve ça légitime que ce soit les citoyens qui décident. L'avocat Richard Malka, qui défend notamment Charlie Hebdo, dénonce aujourd'hui le cynisme de Jean-Luc Mélenchon. Il affirme que les insoumis ont vendu leur âme au diable pour conquérir le vote des banlieues, et qu'aujourd'hui vous affichez, je cite, une haine des juifs devenue cool et décomplexée. Qu'est-ce que vous lui répondez? Rien. Enfin, je veux dire, je pense, vu le niveau d'outrance de ces propos et le fait que ça s'appuie sur aucun fait réel, qu'est-ce que vous voulez que je réponde? Si demain, il y a quelqu'un qui dit des horreurs sur vous, qui ne les argumente pas, qui ne s'appuie sur aucun fait réel, ça je vois même pas l'intérêt d'y répondre. Selon lui, sur le procès qu'il a gagné en défendant le philosophe Raphaël Enthoven, qui avait écrit il y a quelques mois que la France insoumise était passionnément antisémite. Vous l'aviez attaqué en injure, et récemment, la justice a dit il peut dire cela. Il peut dire que LFI est passionnément antisémite. Tout. Ouais. Nous l'avions attaqué en injure, effectivement, parce qu'il n'avait pas seulement dit ça, il avait dit ça, c'est vrai. Oui. Il avait aussi dit qu'on était une bande de cons et de déficients. Donc, je ne sais pas si, je ne vais pas vous le dire à vous. Et la justice a estimé qu'on était dans le cadre de la liberté d'expression. Non, la justice a précisément expliqué qu'elle reconnaissait que ces termes étaient injurieux. Oui, mais qu'ils pouvaient être dits. Parce qu'il y a quand même un problème, parce que le principe de... Il a été relaxé. Attendez, mais oui, mais je ne suis pas d'accord avec cette décision de justice, et j'explique pourquoi. Le principe de la liberté d'expression, les frontières de la liberté d'expression, elles s'arrêtent à l'injure. Donc, si vous reconnaissez que des propos sont injurieux, vous ne pouvez pas considérer qu'ils sont acceptables dans le cadre de la liberté d'expression. Mais dans ce cas-là, pourquoi vous n'avez pas fait appel? Mais parce que j'ai compris, au vu de cette décision telle qu'elle a été prise et qui s'appuie, qui est juste incompréhensible et totalement contradictoire, que manifestement, les insoumis, y compris du point de vue du terrain judiciaire, même quand les faits étaient avec eux, finalement, on ne leur donnerait pas raison. Donc, je me bats sur un autre terrain. Et franchement, je pense que vous pouvez le comprendre, Monsieur Fauvel. On aura parfois des désaccords. Mais si je vous dis que vous êtes un con ou un déficient, vous allez accepter l'idée que ça participe pas de la liberté d'expression et que je vous injurie. C'est pour ça que je vais pas le faire. Je vous en remercie. Non, mais et voilà. Mais vous voyez la réaction que vous avez. Donc comprenez que quand un militant insoumis, on dit de lui que c'est un con ou un déficient, et que Monsieur Malka trouve ça génial et fait un bouquin pour justifier qu'on puisse dire ça sur les insoumis, qu'est-ce que vous voulez que je réponde à ça? C'est des gens qui manifestement sont perdus, sont sortis du champ du débat républicain et respectueux. Moi, j'ai pas envie de débattre avec eux. Du débat respectueux, oui, quand on commence à injurier les gens. Moi, j'ai jamais injurié personne. Quand Richard Malka, pour revenir à lui, dit qu'il y a une part de stratégie électorale de la part de la France insoumise et de Jean-Luc Mélenchon, qui a compris la dernière fois qu'il lui avait manqué 600 000 voix pour arriver au second tour, et qu'il a décidé à ce moment-là, Manuel Bompard, de se tourner vers le vote des banlieues, qui est en partie un vote musulman. Je dis bien en partie. Voilà.
Mais c'est là-dessus, est-ce que c'est une stratégie de votre part? C'est inacceptable de dire ça. Pourquoi? Parce que je vais vous dire pourquoi c'est inacceptable de dire ça. Parce que vous avez pas donné la suite du raisonnement de quelqu'un comme M. Malka. La suite du raisonnement de quelqu'un comme M. Malka, c'est donc ça serait en partie, pour reprendre vos termes, un vote de personnes qui sont de confession musulmane. Que la France insoumise multiplierait les déclarations à caractère antisémite. Voilà. Oui. Donc ça voudrait dire quoi? Qu'on considère que les musulmans de ce pays, ils sont antisémites? Ou alors que vous soufflez sur les braises? Non. Si le raisonnement, c'est que pour vous adresser, je suis leur raisonnement, pas le mien, pour vous adresser à des personnes qui seraient pour partie de confession musulmane, il faudrait avoir des ambiguïtés. Tout ça ne tient pas la route et révèle, un préjugé qui est un préjugé raciste en l'occurrence. Expliquez-nous l'accumulation des déclarations de la France insoumise. Quand Jean-Luc Mélenchon dit l'antisémitisme est résiduel, il dit ça en 2024, au moment où il a explosé en France après le 7 octobre, quand Rima Hassan s'affiche. Si vous voulez, on va faire la liste. Mais en fait, j'ai déjà répondu à peu près. J'ai répondu à peu près 200 000 fois à ce sujet. Donc, moi, je veux bien répondre 201e. Quand Jean-Luc Mélenchon récemment apporte son soutien à un professeur d'université qui dit ce sont des génocidaires en parlant de Français juifs. Ça n'a rien à voir, ça. Ça n'a rien à voir. Pourquoi ça n'a rien à voir? Mais ça n'a rien à voir, puisque là, en l'occurrence, bon, après, si vous voulez, on va prendre les détails. Ce sont des génocidaires à boycotter au sujet de Charlotte Gainsbourg et d'autres, dit ce professeur et Jean-Luc Mélenchon? Pas à propos de Français juifs, contrairement à ce que vous disiez. À propos, moi, j'ai pas partagé ces propos, j'ai déjà eu l'occasion de le dire sur votre antenne d'ailleurs, à propos de gens qui avaient signé une tribune s'opposant à la reconnaissance de l'État de Palestine. Demandant des conditions. Leur origine ou leur confession religieuse n'avait aucun rapport. Que la majorité d'entre eux, la grande majorité, étaient juifs. Enfin, pas tous. J'ai vu dans cette signature qu'il y avait un prêtre, par exemple. Donc, excusez-moi. Une grande majorité. Non, mais donc, ce n'est pas vrai de dire qu'il a ciblé ces personnes-là. Moi, je ne suis pas encore d'accord avec les termes qu'il emploie, mais ce n'est pas vrai de dire qu'il a ciblé ces personnes-là en raison de leur origine ou de leur confession religieuse. Ce n'est pas vrai. Donc, il ne faut pas raconter des choses fausses. Quant au terme résiduel, franchement, est-ce que vous savez que M. Darmanin a utilisé cette expression au Sénat, M. Retailleau, pardon, a utilisé cette expression au Sénat à propos de l'antisémitisme d'extrême droite, alors que les rapports, y compris de toutes les instances de la Commission nationale du débat public, etc., disent qu'aujourd'hui, l'antisémitisme, qui est malheureusement un fléau qu'il faut combattre en France, est essentiellement représenté à droite et à l'extrême droite de l'échiquier politique. À un moment, moi, je m'appuie sur des faits. Pour dire les choses très simplement, que l'antisémitisme n'est pas résiduel en France. Mais évidemment que l'antisémitisme n'est pas résiduel en France. L'antisémitisme est un fléau qu'il faut combattre au même titre que toutes les formes de racisme, au même titre que l'islamophobie qui augmente de manière grandissante aussi ces dernières semaines. Et moi, je les combats toutes. Et essayer de faire croire que des militantes et des militants de la France insoumise, qui depuis leur plus jeune âge sont engagés dans la société contre toutes les formes de racisme et de discrimination, essayer de faire croire que ces gens-là, parce que moi, c'est aussi leur honneur que je défends en prenant la parole devant vous, sont racistes ou antisémites, ça ne correspond à rien, ni à leur déclaration, ni à leur engagement. La différence entre les électeurs et une partie de la direction. Eh ben non, mais ni personne, ni nos électeurs, ni nos citoyens, et à la France insoumise. Si quelqu'un était antisémite, il serait plus membre de la France insoumise. Mais j'aimerais que d'ailleurs, dans toutes les formations politiques, tout le monde s'attaque autant à la question du racisme de manière générale, à toutes les formes de racisme, comme nous le faisons nous à la France insoumise. Et je n'accepte pas la manière avec laquelle on essaye de dédiaboliser l'extrême droite, qui est issue d'une tradition politique foncièrement antisémite, foncièrement raciste, aujourd'hui d'ailleurs dans ses déclarations foncièrement islamophobes. Je n'accepte pas la manière avec laquelle on essaye de diaboliser les insoumis pour dédiaboliser l'extrême droite. Jamais les insoumis n'accepteront d'être diabolisés de la sorte. Les insoumis sont un mouvement antiraciste, ils se mobilisent et ils luttent contre toutes les formes de racisme. Et j'aimerais une fois, parce que en fait j'ai l'impression de répondre à peu près toutes les semaines à des procès d'intention qui ne s'appuient sur aucun fait réel. Personne à la France insoumise. Personne à la France insoumise n'a jamais été condamné sur ce sujet, et heureusement. Aucun candidat de la France insoumise n'a jamais eu de propos antisémites, et heureusement. Et si ça devait être le cas, il serait plus membre de la France insoumise. Ça me paraît assez clair. Manuel Bompard, le Rassemblement national a dénoncé le manque de réaction de plusieurs partis, dont le vôtre, après ce qu'a subi Jordan Bardella ce week-end, un homme qui lui a écrasé un œuf sur le visage pendant une séance de dédicace. Est-ce que c'est un oubli de votre part, ou est-ce que vous considérez, comme certains, pas forcément de votre camp, je pense notamment à l'eurodéputé Renaissance Bernard Guetta, qui a dit oui, bien sûr, il faut condamner, mais on ne peut pas appeler ça de la violence. D'abord, c'est faux, puisqu'il y a eu un certain nombre d'insoumis. Il y a même sur votre antenne, BFM TV, Thomas Porte, dimanche matin, qui a répondu à un duplex dans lequel il a dit la même position que la mienne, c'est que moi, je suis pas d'accord pour qu'on jette des œufs sur des gens, et que je préfère qu'on combatte l'extrême droite avec des bulletins de vote qu'avec des œufs. Et par ailleurs, c'est pas bien de gaspiller de la nourriture. Pour le reste, vous le faites un peu sur le mode de l'humour quand même, en disant. Non, c'est pas sur le mode de l'humour. Je vous ai dit, c'est pas bien de gaspiller des œufs. Je pense être assez clair. Maintenant, excusez-moi, mais expliquer que l'extrême droite serait la victime, comme l'a fait M. Bardella, d'une violence
de la gauche parce qu'il a reçu un nœud. Un climateur qui s'installe. Oui, enfin moi je veux vous rappeler que dans ce pays, l'extrême droite elle tue, d'accord. Cette année, Hichem Miraoui, dans le Var, tué par un militant d'extrême droite et soutien du Front National et du Rassemblement National. Monsieur Benjabala, tué par 2 militants d'extrême droite dans le Nord. Le rugbyman argentin, monsieur Aramburu, tué par 2 membres d'un groupuscule d'extrême droite à Paris il y a quelques années. En France, ça c'est la réalité de la violence qui existe. Quant au fait que... Vous voulez dire toutes les violences ne se valent pas. Je pense qu'on ne peut pas tout à fait comparer la mort et le fait et vous trouvez, pour dire les choses très simplement, que Jordan Bardella en a trop fait. Je trouve qu'il devrait aussi condamner quand l'extrême droite tue, ce serait bien. Quant à la question de la violence vis-à-vis des responsables politiques, j'ai pas entendu M. Bardella réagir. Quand moi, par exemple, j'ai été la cible d'un colis piégé qui devait être livré à mon domicile, ou quand Jean-Luc Mélenchon s'est vu son domicile personnel cambriolé. Vous voyez, là, c'était quand même quelque chose qui touchait, y compris dans l'intégrité, ou qui mettait en danger la vie des personnes, en l'occurrence en ce qui concerne le fait de recevoir un colis piégé. Donc moi, je le redis, je suis pas d'accord avec le fait qu'on jette des œufs. Je pense qu'il faut lutter contre l'extrême droite pied à pied, et le mieux, c'est de le faire avec des bulletins de vote, et pas avec en votant. Voilà. Mais pardon, ça fait 4 jours que ça dure, et j'ai pas l'impression qu'il y a la même indignation quand d'autres responsables politiques subissent des événements de même nature. On est à une centaine de jours du premier tour des élections municipales. Ça ne vous aura pas échappé, Manuel Bompard. Est-ce que vous dites, comme votre candidate à Paris, Sophia Chikirou, il ne faut pas qu'un socialiste soit élu à la mairie de Paris? Bah oui, je pense qu'il faut qu'une insoumise soit élue à la mairie de Paris. C'est pas la même chose. Ah bah si, c'est précisément la même chose. Il ne faut pas qu'un socialiste... Monsieur Fauvel, vous pourriez dire, je ne veux pas de Rachida Dati à la mairie de Paris. J'ai bien compris votre sous-entendu dans votre question. Mais en l'occurrence, pour qu'une insoumise soit élue à la mairie de Paris, il ne faut pas que ça soit un socialiste. Joue un peu sur les mots, là. Non, je ne joue pas sur les mots. C'est vous qui essayez, pardon, vous, mais parce que ça fait depuis plusieurs jours qu'on me pose ce type de questions, qui essayez de faire croire que l'objectif des insoumis dans les élections municipales, ce serait de faire gagner la droite ou l'extrême droite contre les socialistes. Maintenant, l'objectif des insoumis aux élections municipales, c'est d'essayer de gagner un maximum de villes pour transformer la vie des gens qui habitent dans ces communes. Et donc, si je pense que la France insoumise n'arrive pas en tête de la gauche au soir du premier tour et qu'elle est en possibilité de se maintenir, elle se retirera pour faire gagner l'autre candidat de gauche. Je vais répondre à votre question, ne vous inquiétez pas, elle m'a déjà été posée à peu près 50 fois, mais peut-être admettez quand même l'idée... Qu'elle arrive aussi en tête, j'ai mis un si. Bon, mais peut-être admettez l'idée... Si vous voulez. Non, mais c'est pas ça, c'est admettez l'idée qu'au début de la campagne, à 3 mois du premier tour, on commence à essayer de faire campagne avec l'objectif d'être en tête au premier tour. C'est notre objectif. Et on pense que ce serait bien pour, là en l'occurrence, les Parisiennes et les Parisiens. Mais les électeurs du premier tour peuvent avoir envie de savoir ce qui va se passer entre les deux tours. Quant à la question du deuxième tour, moi j'ai déjà répondu très clairement, donc j'ai pas de problème à répondre à votre question. Je vais répondre en 2 temps pour pas que vous me coupiez la parole après la première réponse. Premièrement, partout où la France insoumise sera en tête de la gauche, au soir du premier tour, elle proposera à toutes les autres listes de gauche de se rassembler et de fusionner pour battre la droite et l'extrême droite. Premièrement. Deuxièmement, dans les autres cas, dans les autres configurations, si nous ne sommes pas en tête, alors il appartiendra à la liste en tête, en l'occurrence la liste socialiste dans le cas de figure que vous présentez, de dire si elle a l'intention de fusionner avec la France insoumise ou pas. Pour l'instant, le Parti socialiste à Paris a dit que ni au premier ni au deuxième tour, elle fera alliance avec la France insoumise. Donc soit l'autre liste de gauche, si c'est elle qui arrive en tête, fusionne, soit vous vous maintenez. Évidemment, mais dans toutes les élections municipales, le principe de base, c'est la gauche peut être séparée au premier tour et au deuxième tour, elle se rassemble pour battre la droite et l'extrême droite. Il arrive qu'il y ait des retraits sans fusion. Ah non, généralement quand vous faites au-delà de 10%, c'est le code électoral, vous avez la possibilité de vous maintenir. C'est arrivé, par exemple, là où la gauche ne voulait pas que le RN gagne des villes. Des retraits sans fusion, ça arrive. Oui, mais ça, parce que c'était la droite. Ça n'arrivera pas cette fois-ci. Attendez, Monsieur Fauvel. Il est arrivé que la gauche se retire de manière unilatérale parce que c'était la droite, c'était le Front républicain pour empêcher l'extrême droite. À gauche, le principe vieux depuis la nuit des temps, c'est qu'au deuxième tour, les listes de gauche, elles se rassemblent. Nous, on est clair sur ce sujet. C'est le Parti socialiste qui n'est pas clair. Donc il faut poser la question au Parti socialiste. Pour l'instant, il dit pas de fusion au premier, pas de fusion au deuxième tour. Donc, je dis aux électrices et aux électeurs, votez pas pour les candidats socialistes. Parce que si vous votez pour les candidats socialistes, vous avez un risque de faire perdre la ville à la gauche et de faire gagner à la droite. Merci beaucoup, Manuel Bompard, d'être venu ce soir sur ce